À Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, bonjour. Boker Tov, c'est probablement irréversible. Israël se dirige vers des élections législatives. Et oui, effectivement, Ilana, le président de la coalition gouvernementale, le député Likoud Ophir Katz, a déposé hier soir un projet de loi en faveur de la dissolution de la 25e Knesset. Ce projet de loi a été validé par toutes les formations de la coalition. De facto, la Knesset pourrait être dissoute dès la semaine prochaine. Et dans ce cas, les élections pourraient avoir lieu au début du mois de septembre, avant même les fêtes de Tishri. Dans l'entourage d'Ophir Katz, on explique avoir voulu devancer l'opposition en enclenchant cette démarche de dissolution du Parlement afin de pouvoir contrôler la procédure et de pouvoir même fixer la date des prochaines élections. Je vous rappelle que c'est la décision des grands rameurs orthodoxes ashkénazes de ne plus soutenir Binyamin Netanyahou et sa coalition en raison de sa passivité à propos de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot qui a conduit le Premier ministre à décider d'aller vers des élections. Et puis pendant ce temps, la tension sécuritaire se poursuit sur le terrain au sud Liban. Oui, Tsahal a lancé un missile intercepteur durant la nuit sur une cible aérienne suspecte qui se dirigeait vers une zone où se trouvent les soldats de Tsahal au sud Liban, dans la fameuse zone de sécurité selon le porte-parole de Tsahal. Il s'agissait d'un missile anti-tank qui a donc été intercepté. Il n'y a pas eu de blessés, fort heureusement. On l'a appris hier en début de soirée, Benyamin Netanyahou s'est rendu en secret et en pleine guerre contre l'Iran dans les Émirats Arabes Unis. Oui, effectivement, le Premier ministre a rencontré lors de cette visite le président des Émirats, Mohamed Ibn Zayed. Selon les informations fournies hier par la présidence du Conseil à Jérusalem, les deux hommes auraient pris lors de cette rencontre des décisions, je cite, historiques qui auront un impact sur les prochaines générations. Et on peut supposer qu'il a alors été décidé peut-être de déployer dans les Émirats des batteries de dômes de fer qui ont ensuite intercepté des missiles balistiques iraniens. Il faut souligner, c'est important, qu'à Abu Dhabi, on a formellement démenti la tenue de cette visite. Et puis, ceci étant, l'annonce de cette visite a fait bondir de colère le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi. Oui, sur les réseaux X en particulier, Araghchi a dénoncé la coopération entre Israël et les Émirats Arabes Unis et l'a qualifié d'impardonnable. Tous ceux qui sont impliqués dans une telle démarche devront donner des comptes, a-t-il déclaré. Le directeur général du Conseil de la paix, Nikolai Mladenov, s'est entretenu hier avec le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Oui, pour la seconde fois en quelques jours, Mladenov a reconnu dans sa conversation avec Benyamin Netanyahou que le Hamas se renforçait dans la partie de la bande de Gaza qu'il était en train de contrôler. Il s'agit désormais d'environ 40% de la bande de Gaza, une zone située le long du littoral. Mladenov a reconnu à l'issue de cette rencontre que 7 mois après le cessez-le-feu, l'avenir de la bande de Gaza restait totalement incertain. L'Union européenne recommande toujours de son côté aux citoyens de ses pays membres de ne pas se rendre en Israël. Oui, les Européens ont prolongé cette recommandation de 2 semaines supplémentaires jusqu'au 27 mai prochain. Conséquence directe, la compagnie Lufthansa, la compagnie allemande, a décidé de ne pas reprendre ses vols en juin prochain. La compagnie low cost Wizz a, elle, reporté son retour en Israël, qui était prévu dans les prochains jours jusqu'à après le 27 mai. Quant aux compagnies américaines Delta et United Airlines, elles ne reprendront leur vol vers Israël qu'au début du mois de septembre prochain. Et puis ce matin aussi, Daniel, on se rend à Vienne avec l'optimisme qui est de mise dans la délégation israélienne pour le fameux concours de l'Eurovision. Oui, après la qualification de Noam Betan pour la finale qui se tiendra, vous le savez, samedi soir, on constate côté israélien avec satisfaction que la cote du chanteur ne cesse de grimper. Selon les données réactualisées, Noam Betan est désormais au 4e rang du classement des pays qui ont une chance de l'emporter cette année et il a doublé au passage la France. Enfin, pour terminer en Israël, c'est ce soir que débuteront les festivités du Yom Yerushalayim. Oui, on marquera ce soir et demain le 59e anniversaire de la réunification de Jérusalem. Ce soir, des dizaines de milliers de jeunes, en particulier de la mouvance sioniste religieuse, marcheront à Jérusalem en brandissant des milliers de drapeaux bleus et blancs dans les rues du centre de la capitale. Et ils convergeront ensuite par les différentes portes de la vieille ville vers l'esplanade du Kotel Amaravi, où va se dérouler un grand happening pour marquer, comme chaque année, cet anniversaire de la réunification de Jérusalem. Parallèlement, se tiendra sur la colline des munitions, qui fut un haut lieu de guerre durant la guerre des 6 jours et de la bataille de Jérusalem. Une cérémonie officielle d'hommage aux soldats qui sont tombés en juin 67 pour la libération de Jérusalem. Une cérémonie avec la présence du président de l'État et du Premier ministre Binyamin Netanyahou.
page météo pour compléter ce premier journal d'information. Sachez que le temps sera chaud et sec aujourd'hui sur l'ensemble du territoire israélien, mais attention, dès demain, changement de tableau avec un temps plus frais et couvert et même de la pluie dans le nord du pays. Les températures prévues aujourd'hui, 31 degrés à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et sur le littoral, 36 à Beersheba et 39 à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Gurfinkel. Michel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous aider à mieux comprendre les constellations dans lesquelles on évolue actuellement à la fois au Moyen-Orient mais aussi en Chine, puisque le président américain Donald Trump est en Chine. Il rencontre actuellement le président chinois Xi Jinping et la question que l'on se pose naturellement du côté israélien, je vais vous la poser. Est-ce que cette visite peut avoir un impact sur les négociations en vue d'un cessez-le-feu ou de l'arrêt des combats entre les États-Unis et l'Iran? Absolument. D'une certaine manière, on peut dire que ce que nous vivons depuis, disons, le 7 octobre 2023, c'est un emboîtement de conflits analogue un petit peu aux poupées russes. Il y a la plus petite à l'intérieur de la un peu plus grande, la poupée un peu plus grande, qui elle-même est dans la poupée encore plus grande. Et finalement, on arrive à la très grande poupée. Donc, tout a commencé avec un conflit entre Israël et le Hamas. C'est devenu un conflit avec tous les auxiliaires, les proxys, comme on dit, de l'Iran. Ensuite, on est arrivé à un conflit direct avec l'Iran, dans lequel les États-Unis se sont engagés, on va dire, peut-être pas aux côtés d'Israël, mais à côté d'Israël, et en coordination avec Israël. Mais tout cela se situe dans un contexte global. Le contexte global, c'est qu'il y a une rivalité qui parfois ressemble à une nouvelle guerre froide, qui parfois ressemble à un conflit absolument planétaire, entre d'un côté l'ancien monde, le monde dominé par l'Occident, le monde dominé par les États-Unis, et d'autre part la Chine, qui a réussi en une période très courte, en 50 ans, à devenir la deuxième puissance mondiale, avec une vitesse de croissance qui lui fait ambitionner de devenir le rival des États-Unis et peut-être de se substituer aux États-Unis comme clé de voûte du monde. Alors ces conflits sont liés entre eux, l'Amérique soutenant Israël face à l'Iran et la Chine soutenant d'une autre manière l'Iran face à l'Amérique et à Israël. Alors, peut-être avant de rentrer dans les détails concernant cette possibilité de pression, par exemple, de la part des Chinois sur les Iraniens, une question. On a vu tout à l'heure l'accueil qu'a réservé le président chinois à Donald Trump. C'est un accueil chaleureux et même Donald Trump n'a pas été avare en compliments. Il a, on va dire, couvert d'éloges Xi Jinping. Alors que jusqu'à présent, on pensait que Donald Trump, eh bien, c'était le porte-drapeau, on va dire, de la confrontation ouverte avec la Chine. Ce qui est fondamental chez Trump, c'est qu'on parle avec tout le monde. On peut parler avec son adversaire, on peut parler avec son ennemi. Il y a toujours une possibilité de substituer à l'état de tension quelque chose de complètement différent, un état de discussion et peut-être même par la suite un état de coopération. C'est dans la possibilité profonde de la géopolitique telle que Trump y a longtemps songé avant même de devenir président. Vous savez que le cas de Trump est assez étonnant. On dit que c'est un président qui part dans tous les sens, qui est brouillon. En réalité, quand on regarde sur la longue période ce qu'il a pu dire, les propos politiques qu'il a pu dire au début en disant « moi je ne m'intéresse pas à la politique », puis ensuite en prenant des positions politiques de plus en plus affirmées, jusqu'à ce qu'il entre réellement dans le jeu politique, on découvre qu'il y a une extraordinaire constance dans certaines intuitions. Et l'une des intuitions, c'est que le fait de pouvoir employer la force et d'accepter la confrontation dans toutes ses conséquences, y compris militaires, ne signifie pas que par ailleurs on ne puisse pas parler à son adversaire. Donc c'est tout à fait logique que Trump
rencontre le président chinois. C'est tout à fait logique qu'il soit content de l'accueil qu'on lui réserve. De toute manière, le sommet a été préparé par les équipes des deux présidents pendant des mois, peut-être même plus que des mois. Et d'autre part, mais le point le plus important, c'est que les Chinois, si Trump joue une partie certainement, je ne dirais pas seulement difficile, c'est toujours difficile de négocier dans ces conditions, mais il joue une partie très serrée. Et les Chinois aussi, et Xi Jinping aussi. C'est ça qui est très intéressant. Alors, jusqu'à il y a encore 48 heures, on avait le sentiment que Donald Trump était furieux envers les Iraniens, après leur réponse qui n'allait pas du tout dans son sens. Et on s'est dit, on est à quelques jours d'une reprise des combats, peut-être même sur un délai relativement restreint. Et puis là, on voit la Chine on voit cette rencontre et on a le sentiment qu'on n'y est plus du tout, quoi. Est-ce que je me trompe, ou alors, par exemple, de retour à Washington, Trump peut décider, après avoir parlé avec Xi Jinping, de reprendre le combat contre les Iraniens? Tout est possible, tout est possible. Personne ne sait exactement au jour d'aujourd'hui quelle est la position ultime des Chinois vis-à-vis de l'Iran. Ils ont soutenu l'Iran jusqu'à présent pour des tas de raisons, des raisons économiques, des raisons géopolitiques, mais ils s'interrogent probablement sur ce que vaut encore l'Iran en tant quantité géopolitique au jour d'aujourd'hui. Et ils peuvent considérer que la valeur économique de l'Iran, c'est-à-dire essentiellement les fournitures très importantes de pétrole, peut être mieux assurée que par le maintien du régime actuel. C'est de l'ordre du possible. Je voudrais dire une chose très simple, mais très importante pour essayer de comprendre ce qui se passe. Dans le monde occidental, l'idée même de la stratégie est plus ou moins formatée par le jeu des rois, c'est-à-dire le jeu des rois et des prix Nobel, c'est-à-dire et des Gedolim de la Torah, c'est le jeu d'échecs. Alors, nous savons quelle est la règle du jeu d'échecs. En fait, le jeu d'échecs est un jeu fondé sur l'offensive. Il s'agit de trouver les coups foudroyants qui, très rapidement, mettent l'adversaire KO, échec et mat. Les Chinois, eux, jouent un autre jeu qui s'appelle le jeu de Go. Le jeu de Go, c'est le contraire du jeu d'échecs. Le but n'est pas de faire une offensive foudroyante, le but est de saisir absolument tous les points stratégiques de l'adversaire, ce qui fait qu'il y a un moment où l'adversaire capitule sans même s'être battu avec vous. Ce sont deux visions complètement différentes des choses. Bien entendu, parfois, les Occidentaux jouent au jeu de Go, c'est ce qui s'était passé très largement pendant la guerre froide face à l'Union soviétique, mais parfois aussi les extrêmes orientaux, les asiatiques, utilisent la logique des échecs, peut-être pas toujours avec beaucoup de succès. Rappelez-vous l'espèce de pari du Japon lorsqu'il attaque les États-Unis à Pearl Harbor. Donc il y a deux logiques stratégiques extrêmement différentes. Pour essayer de gérer les relations entre la Chine et les États-Unis, il faut savoir que ces deux logiques existent et il faut savoir interpréter les mouvements de l'adversaire selon les deux jeux à la fois. Alors c'est intéressant ça, Michel, cette comparaison, parce que ça me pousse à vous demander, l'État d'Israël, il se trouve dans quelle constellation, dans le jeu occidental ou dans le jeu de Go chinois? Parce que parfois on a le sentiment effectivement que les Israéliens comprennent face à leurs ennemis qu'ils sont dans une sorte de marathon prolongé, qu'il faudra du temps avant d'en venir à bout. Où on mettrait les Israéliens dans cette constellation? Les Israéliens ont pratiqué par la force des circonstances un jeu mixte. Vous savez, nous avons tous en tête un nombre impressionnant d'offensives foudroyantes
de la part d'Israël, la guerre des 6 jours en 67, mais aussi plus près de nous, tout simplement ce que nous vivons, les offensives israéliennes depuis le 7 octobre contre tous les adversaires qui entourent actuellement Israël. Mais d'un autre côté, Israël a toujours su que, quelle que soit, disons, sa supériorité qualitative, qui parfois devient en puissance de feu une supériorité quantitative, mais quel que soit donc son niveau sur ce plan, d'un autre côté, Israël ne peut pas du tout ménager l'environnement et donc joue également au go, cherche également à trouver des alliés, à trouver des nœuds stratégiques qu'il puisse saisir afin de combattre ou du moins de neutraliser des adversaires. Les deux logiques existent. On a reproché, comme vous le savez, aux dirigeants à la fois militaires et politiques d'Israël depuis, en gros, depuis l'an 2000, en gros, on leur a reproché d'avoir trop insisté sur la logique du go plutôt que sur la logique des échecs, oui. de se refuser à revenir à des offensives décisives. Actuellement, on a compris que dans le moment actuel, il fallait revenir à une logique plus proche des échecs. Mais Israël n'oublie jamais que les deux logiques existent en même temps. Une dernière question, Michel. On sait que Donald Trump, en tout particulier pendant son premier mandat, a tout fait pour refroidir les relations entre la Chine et Israël, qui étaient en train de se développer massivement. Aujourd'hui, vous pensez que Donald Trump peut lâcher du lest et laisser peut-être, on verra si c'est le gouvernement actuel ou le prochain gouvernement, consolider des relations avec la Chine ? Alors, avant toute chose, ce n'est pas Trump. Les Américains ont commencé à être, on va dire, nerveux devant le développement des relations entre Israël et la Chine très tôt. C'est-à-dire dès la fin des années 1990, il y a eu des vétos américains répétés sur... Non, mais il y avait, je me souviens de la visite ici en Israël du vice-président chinois. Il parlait à une époque d'un développement exponentiel des relations entre les deux pays au niveau commercial, au niveau des... Alors, et là, ça a été freiné. Je me souviens même que Trump avait dit non, pas de possibilité de donner aux Chinois. Vous avez raison. Je dis simplement que ce n'est pas une innovation de Trump. Uh-huh. C'est quelque chose de très important. Les Américains, quand on débarrasse un petit peu, disons, la nappe de toutes les considérations politiques sophistiquées, quand on essaie de regarder simplement des éléments bruts d'intérêt national, les Américains sont extrêmement intéressés par Israël. Ils considèrent qu'Israël est très important dans, disons, leur propre panoplie de puissance. Parce que Israël est la Silicon Valley bis, parce que le taux d'innovation en Israël, et notamment des applications dans des domaines qui ont une portée stratégique, aujourd'hui, par exemple, l'intelligence artificielle, Israël n'est pas du tout le petit pays du Moyen-Orient qu'il est sur la carte, et devient quelque chose d'absolument considérable. Et donc, pour les Américains, il y a un lien très fort avec Israël fondé sur l'intérêt national, mais il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est que les Israéliens doivent jouer américains. Alors que les Israéliens importent, je ne sais pas, du vêtement bon marché de Chine, bon, ça c'est pas de l'ordre du problématique. Ça devient problématique quand, par exemple, l'énorme puissance qu'Israël a acquis en matière d'intelligence artificielle n'est pas d'abord et exclusivement orientée vers les États-Unis. D'ailleurs, puisque nous parlons d'intelligence artificielle,
moi, je me borne à suivre ce que disent les médias, et les médias insistent sur le fait que l'un des sujets que Trump va discuter avec son homologue chinois, c'est justement la question de est-ce qu'un deal est possible entre les deux superpuissances du high-tech que sont aujourd'hui les États-Unis et la Chine sur toutes les questions de développement de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est possible? Voilà. Eh bien, n'oubliez pas que le Trump que nous avons actuellement au pouvoir, il a été réélu et il gouverne aujourd'hui avec le soutien et la participation totale de tous les géants du high-tech et de l'intelligence artificielle aux États-Unis. Il n'y a pas que Elon Musk. Tous les grands géants, toutes les figures emblématiques du high-tech américain font partie de l'écurie Trump actuellement. Et ils sont dans cette délégation du président américain à Beijing une délégation sans précédent par son importance, et effectivement on peut considérer qu'il y a de multiples enjeux et des enjeux dans ce domaine en particulier. Merci beaucoup Michel Gurfinkel de nous avoir éclairé donc sur ces derniers développements et sur le rôle de la Chine dans ce contexte actuel aujourd'hui. La possibilité peut-être pour la Chine de faire pression sur les Iraniens, ou peut-être on verra si ça a effectivement un impact dans les prochains jours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, c'était un plaisir. Aujourd'hui, dans la Silicon Valley ou en Chine, des ingénieurs sont payés pour vous voler votre attention. À Jérusalem, ils sont payés pour rendre la vue à des aveugles. Et ça change tout. Pas seulement sur le plan éthique, sur le plan stratégique également. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, jour de Yom Yerushalayim. Prenez un objet, un seul, Orcam My Eye, un module de la taille d'un index clipsé sur n'importe quelle paire de lunettes, lit le journal à haute voix, reconnaît les visages, identifie les billets de banque. Pour une personne aveugle, c'est l'autonomie qui revient. Conçu à Jérusalem par Amnon Shashua, professeur à l'université hébraïque. Distribué dans plus de 50 pays, le même Amnon Shashua a fondé Mobileye, racheté par Intel plus de 15 milliards de dollars. La voiture qui voit pour éviter les accidents. Même homme, même ville, même fil rouge. Et ce n'est pas un cas isolé. À Jérusalem, vous avez Lightricks, 730 millions de téléchargements, 50 millions d'utilisateurs mensuels qui démocratisent la création vidéo. EI21 Labs sur les modèles de langage, Mante Robotics sur les robots humanoïdes, le parc de Harrod Zwim, le fonds JVP installé dans l'ancienne monnaie du mandat britannique, les laboratoires de l'université hébraïque, et j'en passe. Tel Aviv à la vitrine, Jérusalem la profondeur. Et voilà ce qui devrait nous intéresser tous. Toutes ces entreprises ont un point commun. Ce ne sont pas des entreprises de l'attention. Ce sont des entreprises de la restitution. Elles n'extraient pas, elles rendent. Elles ne captent pas, elles donnent. Elles ne dépendent ni de l'addiction, ni de la monétisation des failles de leurs utilisateurs. Et c'est là que la culture juive vient s'inviter dans la stratégie. Le tikkun olam, la réparation du monde, ce n'est pas un concept spirituel héritier de la mystique de Safed. C'est devenu à Jérusalem un véritable avantage compétitif. Parce qu'une tech qui sert, c'est une tech qui dure. Les utilisateurs ne se lassent pas de retrouver la vue, de conduire plus sûrement, de pouvoir créer. Ils se lassent en revanche des plateformes qui les épuisent. Et la durée dans un univers concurrentiel, ce n'est pas un détail, c'est tout. Alors je vous laisse avec une question, une seule. Quand vous regardez vos produits, vos services, vos applications, ils prennent ou ils rendent? Yom Yerushalayim, ce n'est pas seulement un anniversaire, c'est un miroir tendu à tous ceux qui prétendent bâtir l'avenir. Et la leçon de Jérusalem est peut-être la plus stratégique qui soit. On ne construit rien de grand qui ne soit, d'une manière ou d'une autre, un acte de réparation. Et ce matin, comme il fallait s'y attendre, les manchettes des quotidiens israéliens sont des manchettes purement politiques. Le Yediot Aharonot titre en manchette donc ce matin: on se prépare à des élections législatives en septembre prochain en Israël. Et en sous-titre, le journal affirme: la coalition a présenté une proposition de loi en vue de la dissolution du Parlement. Objectif: contrôler la crise actuelle et pouvoir décider de la date exacte des prochaines élections. Un détail important, contrairement aux Ashkénazes du judaïsme
judaïsme de la Torah, Arieh Deri et le parti Shas, le parti séfarade orthodoxe, ont fait passer à Binyamin Netanyahou un message selon lequel il reste engagé à ses côtés. Et dans l'opposition, une explication à la crise actuelle, Netanyahou veut des élections avant les cérémonies commémoratives du 7 octobre. La manchette du Israël Hayom est encore plus expressive ce matin puisqu'elle nous montre une urne frappée du symbole de la Ménorah israélienne en perspective donc de ces élections. Et le titre sur cette une est sans équivoque « On va vers des élections en Israël ». Selon le Israël Hayom, la Knesset devrait être dissoute dès mercredi prochain. Et le journal, lui, avance 2 dates possibles pour le prochain scrutin, soit le 1er septembre, soit le 27 octobre. Et un point important, là encore, au Likoud, on aspire à faire voter avant la dissolution du Parlement, les fameuses lois ou certaines des fameuses lois sur la réforme judiciaire, en particulier la loi visant à diviser les fonctions du conseiller juridique du gouvernement. La coalition comprend qu'il ne faut pas donner à l'opposition l'opportunité de provoquer elle-même la dissolution de la Knesset. Alors qu'écrivent les éditorialistes ce matin autour des développements politiques et électoraux de ces dernières 24 heures, dans le Yediot Aharonot, Nadav Eyal affirme que la réalité politique actuelle nous rapproche d'une forme de rupture de l'alliance historique entre Binyamin Netanyahou et les orthodoxes. Quant à Arieh Erlich, qui est lui-même un journaliste orthodoxe, il affirme que Netanyahou se trompe s'il croit que son refus de faire voter la loi d'enrôlement lui sera bénéfique dans les urnes. L'intitulé de cet éditorial, l'art de Binyamin Netanyahou, celui de faire traîner le fameux vote de la loi d'enrôlement. Et puis dans la page éditoriale du Yediot, une caricature de Guy Mourad où l'on voit le Premier ministre Binyamin Netanyahou portant 4 prises de courant qui le relie aux 4 principaux partenaires de sa coalition gouvernementale. Mais une de ces prises, celle qui le relie aux orthodoxes ashkénazes du judaïsme de la Torah, qui brandissent d'ailleurs un panneau « Nous mourrons, mais nous ne nous enrôlerons pas », cette prise-là est désormais déconnectée. Dans le Israël Hayom, Amnon Lord lance un avertissement à la droite israélienne. Attention, prenez garde de ne pas reproduire les erreurs commises en 1992, des erreurs qui avaient permis à Yitzhak Rabin et à la gauche de l'emporter lors des élections. Et il précise, la probabilité du Likoud de rester au pouvoir augmentera si le parti sait comment se débarrasser de députés comme Tali Gottlieb et mettre au contraire en avant des députés comme Gidon Sa'ar, Gilad Ardan ou encore d'autres figures qui se sont distinguées depuis le 7 octobre 2023. Et puis les sites d'information comme le Maari fournissent ce matin des détails sur la visite secrète, entre guillemets, que Binyamin Netanyahou aurait effectuée durant la guerre dans les Émirats Arabes Unis. Je vous rappelle que la présidence du Conseil a révélé hier que le Premier ministre israélien s'était rendu durant la guerre contre l'Iran, c'est-à-dire même le 26 mars, la date est précisée, aux Émirats Arabes Unis pour une rencontre top secrète avec le président des Émirats, Mohammed Ibn Sayed. Les Émiratis ont démenti formellement dans la soirée cette information, mais dans l'entourage de Binyamin Netanyahou, on la maintient. Et l'on précise que cette visite a provoqué une percée historique dans les relations entre les deux pays, une percée dont les conséquences seront déterminantes à l'avenir. Le porte-parole de la présidence du Conseil, Ziv Agmon, a affirmé que Netanyahou a été accueilli à Abu Dhabi avec tous les honneurs. Et puis en marge de ces développements, les journaux et les sites d'information mentionnent en évidence l'épisode de l'écusson du Mashiach. Il s'agit d'un incident assez étonnant. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, était hier en tournée d'inspection en Judée-Samarie. Il a souhaité dialoguer avec des soldats qui se trouvaient à l'entrée d'un fortin. L'un de ces soldats avait appliqué sur son uniforme tactique un écusson sur lequel figurait le nom en hébreu de Mashiach. Bien mal lui en a pris puisque le général Eyal Zamir n'a pas du tout apprécié. Il a donné des ordres au commandant en chef de la brigade du Nahal, des soldats qui étaient donc à l'entrée de ce fortin, afin de sanctionner ce soldat qui a donc écopé d'une peine de 30 jours de prison militaire. L'affaire fait beaucoup de bruit en Israël. Au sein de Tsahal, on affirme que la discipline militaire est au-dessus de tout et que le chef d'état-major a eu le sentiment que celle-ci n'était pas scrupuleusement respectée. On rappelle à ce propos les images de ce soldat de Tsahal qui a détruit une statue de Jésus lors des opérations militaires de l'armée israélienne au sud Liban. Le second grand titre ce matin dans la presse israélienne se rapporte à la visite historique du président Donald Trump en Chine. Le Israël Hayom titre en page 2 « Le sommet des superpuissances » et le journal explique que Donald Trump est arrivé à Beijing accompagné d'une impressionnante délégation de chefs de file du marché économique et financier européen. À l'ordre du jour de la rencontre avec le président chinois, tous les dossiers de tension entre les deux pays comme celui des puces électroniques et puis aussi surtout une question clé, est-ce que
durant cette visite, Trump et Xi Jinping trouveront les moyens de permettre la réouverture du détroit d'Ormuz et peut-être mettront ainsi un point final à la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Le professeur Avraham Ben-Zvi, qui est un expert au sein du Israel Hayom pour le dossier américain, considère qu'il est possible que cette visite permette de régler la crise autour de la production de puces électroniques sophistiquées. Les Américains pourraient faire un geste et en échange, les Chinois pourraient alors faire pression sur les Iraniens afin qu'ils assouplissent leur position et permettent donc la fin du conflit. Et puis nous terminerons cette revue de la presse comme nous le faisons chaque jeudi par le survol de l'édition d'ActuJ qui paraît chaque semaine donc et aujourd'hui donc en Israël et en France, et avec ce matin un titre d'actualité brûlante à la une d'ActuJ: les élections législatives en Israël, des élections à l'ombre du 7 octobre. Le journal nous propose un dossier détaillé sur les enjeux de ces élections législatives. Également dans ActuJ cette semaine, la crise au sein du consistoire après le licenciement du grand rabbin Moshe Levin et les répercussions de cette crise. Et puis un hommage à la personnalité de Pierre-François Weil qui est décédé, vous le savez, la semaine dernière. Et bien sûr un reportage sur Noam Betan qui porte à Vienne au concours Eurovision de la chanson les couleurs de l'État d'Israël. C'est la fin de cette revue de la presse. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Guy-Philippe Goldstein. Bonjour Guy-Philippe. Bonjour, ravi d'être là. Merci d'être avec nous ce matin. Je précise pour nos auditeurs que vous êtes chercheur, consultant sur les questions de cybersécurité, de cyberdéfense, que vous êtes connu en Israël aussi pour avoir écrit un roman qui apparemment a été lu bien dans les hautes sphères gouvernementales, Babel Minute Zéro. Et entre autres, on voudrait avec vous essayer de mieux clarifier un peu cette capacité des Iraniens à continuer à envoyer. Ça s'est déjà produit pendant la guerre. Là, on est dans une période on va dire de calme relatif, de cessez-le-feu, mais les Iraniens continuent à envoyer des messages sur les téléphones portables des Israéliens, des SMS, en leur proposant une collaboration, de collaborer avec les services de renseignement iraniens. J'ai là le texte de ces messages. La République islamique iranienne vous invite à collaborer dans le domaine des renseignements. Prenez contact avec nos ambassades à travers le monde ou avec des activistes de cybertechnologie sur Internet. Construisez votre avenir dès maintenant. C'est le texte de ce message que beaucoup d'Israéliens ont reçu avant-hier soir. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est comment d'abord, en sachant que les Américains et les Israéliens ont frappé assez durement, on va dire, de multiples systèmes, comment les hackers iraniens parviennent encore à faire passer ce type de message en Israël ? Le problème de fond avec ces attaques par smishing, par attaque par SMS, c'est que ça utilise en fait une infrastructure qui est celle des opérateurs de télécom. Et le fond de ces infrastructures-là, d'une part, n'est pas nécessairement bien sécurisé parce qu'il est très vieux. Par exemple, un élément d'infrastructure qui s'appelle le système SS7, eh bien, c'est un système qui vient des années 70 et qui était basé en fait sur la confiance mutuelle entre les différents opérateurs télécoms. Alors évidemment, le contexte géopolitique n'est pas réfléchi là-dedans. Et donc ça, c'est un des vecteurs qui sont utilisés. Un autre vecteur, ce sont les Application to Person Platform, qui sont des applications commerciales qui sont utilisées, par exemple, pour faire des grandes campagnes de lancement de SMS strictement pour raisons commerciales. Et là, effectivement, on a des plateformes qui peuvent être abusées par des opérateurs de type État-nation comme celui de l'Iran, où on va créer une fausse entreprise et sur cette base-là, eh bien, on va obtenir un canal qui permet d'envoyer donc tout d'un coup une vague de SMS à toute une population. Donc là, pour le coup, en Israël. Et on n'a pas la possibilité, les Israéliens, au niveau de l'État, au niveau on va dire de l'Institut national de cybertechnologie, n'a pas la capacité de freiner, de bloquer ces messages avant qu'ils n'arrivent aux Israéliens? Il y a des moyens, mais vous voyez, ça nécessite en fait que d'une part, les infrastructures télécoms internationales soient renforcées, ce qui n'est pas le cas, et que d'autre part, on puisse avoir, alors là, pour le coup, peut-être un espace où on pourrait avoir une intervention plus forte ou un contrôle plus fort sur justement les applications commerciales qui permettent de faire des relais de SMS de masse, initialement pour raisons strictement commerciales, publicitaires, etc. Là, c'est peut-être un vecteur sur lequel l'INCD, l'organisme de la cybersécurité civile en Israël, pourrait intervenir, entre autres.
Mais il faut le dire, donc Israël est touché pour des raisons géopolitiques évidentes. Pas que Israël. Les pays du Golfe sont aussi les victimes de ces attaques entre guillemets de smishing et même d'une certaine façon des membres du personnel militaire américain qui sont déployés dans le Golfe. Et là d'ailleurs on peut se demander s'il n'y a pas en plus un lien avec des opérations de cyberespionnage qui permet d'avoir des listings. Alors, des listings de personnel militaire qui pourraient être ciblés. C'est pas exactement ce que l'on voit en Israël, mais c'est une possibilité. Est-ce qu'il y a un danger pour l'Israélien qui recevrait un tel SMS de l'ouvrir, par exemple? Parce que apparemment ici, l'Office de cybertechnologie suggère, ou en tout cas recommande aux Israéliens de ne pas ouvrir ces SMS. Alors, l'INCD, National Cyber Directorate, créé en 2011, qui est l'équivalent israélien en France, l'ANSSI, c'est l'agence de cybersécurité civile en Israël, a parfaitement raison de mettre en alerte la population de ne pas cliquer sur aucun des liens qui seraient envoyés par ces SMS. C'est typiquement une manière de télécharger potentiellement une charge qui permettrait après de faire de l'espionnage ou qui permettrait d'ailleurs de réutiliser les téléphones. Donc il faut absolument, ou tout simplement de récupérer de l'information qui peut être utilisée après pour d'autres opérations d'espionnage en fonction de l'importance de la personne qui a été ciblée. Oui, en fait, on peut comprendre que c'est pas obligatoirement pour essayer de retrouver des agents, de récupérer des agents, mais c'est plutôt justement pour essayer d'avoir plus d'informations sur les téléphones portables des Israéliens, en fait. Oui, alors il y a plusieurs objectifs en fait à ce type d'opération. La première, vous l'avez cité, la capacité à potentiellement recruter, ce qui n'est pas neutre, puisqu'on sait qu'il y a 46 cas d'Israéliens qui ont été recrutés de cette manière-là. Donc c'est pas un nombre extraordinaire. Et puis il faut voir la qualité des recrues, qui est potentiellement pas toucher des personnes importantes, etc. Mais néanmoins, c'est un signe que entre guillemets ça peut marcher. L'autre point, c'est évidemment des opérations, on va dire, pour essayer de provoquer des phénomènes de panique, de peur, en tout cas pour montrer que malgré les bombardements, les services iraniens sont toujours là et sont capables d'être agressifs vis-à-vis d'Israël, comme ils sont capables d'être agressifs vis-à-vis des États du Golfe ou du personnel militaire américain. Donc il y a cet effet psychologique-là, même si il n'est pas forcément extrêmement fort. Il peut aussi avoir des éléments un petit peu opérationnels, ça on l'a vu surtout en 2024, lorsqu'il y a des échanges terribles de missiles balistiques entre Israël et l'Iran, ou même des opérations de drones, où on peut envoyer, en imitant, on va dire, en faisant croire que l'appel viendrait de la sécurité civile israélienne, en faisant croire que non, il n'y a pas nécessité à aller aux abris, ou que c'est une fausse alerte si tout d'un coup on reçoit une alerte. Donc là, il y a même une capacité opérationnelle potentiellement exploitée pour en fait faire plus de morts civiles dans la population israélienne en cas de salve de missiles et de drones iraniens. Vous voyez, il y a un ensemble en fait d'objectifs qui peuvent être recherchés, du recrutement à l'opération psychologique, à multiples tiroirs. D'ailleurs, c'est à la fois faire peur, c'est aussi montrer que les Iraniens existent toujours malgré les bombardements, et puis même on va dire une capacité d'appui opérationnel à des opérations de lancement de missiles pour essayer de faire plus de dégâts, plus de morts en Israël. Donc il y a un éventail assez large, même si en réalité aujourd'hui, là où on a l'impression qu'effectivement ça mord un peu, c'est sur ces 46 cas de personnes qui ont finalement été recrutées. Oui. Encore une fois, c'est pas du haut niveau, mais ça montre qu'il y a un petit effet quand même et qu'il faut faire attention. Alors, est-ce que Israël se contente de repousser les attaques, ou alors il lance lui-même des offensives cybernétiques contre les Iraniens, contre ces hackers, contre le régime iranien, parce que on se souvient nous, au début de la guerre que il y avait Binyamin Netanyahou avait réussi à faire il y a des vidéos qui étaient passées de Binyamin Netanyahou sur la télévision iranienne. Est-ce qu'il y a une capacité en tout cas d'Israël à faire justement à frapper les Iraniens? Il y a une capacité qui est absolument pas comparable à ce qu'essayent de faire les Iraniens. C'est ça. Une capacité vraiment de pointe.
Vous pouvez nous donner un exemple peut-être même de ces derniers mois? Alors, l'exemple le plus fort, et pour moi d'ailleurs, il est tellement fort qu'il constitue une nouvelle manœuvre militaire absolument inédite dans l'histoire des armées, c'est exploiter le cyber, et pas uniquement le cyber en tant que tel, mais le cyber avec l'IA, avec le bombardement de précision, mais il y a une part cyber qui est importante, pour réaliser une décapitation en profondeur des états-majors ennemis. Et ça, du point de vue de l'histoire militaire, c'est totalement inédit. C'est la capacité à avoir tué plus d'une quarantaine de dignitaires dans les premières heures, premiers jours de l'offensive qui a démarré le 28 février dernier, mais c'est également le même type d'opération qui avait été réalisée lors de la campagne de juin 2025. C'est le même type d'opération qui avait été réalisée contre l'état-major du Hezbollah avec l'élimination de Hassan Nasrallah. Je mets de côté l'affaire des beepers, mais vraiment les bombardements de précision qui sont basés sur des renseignements et en partie sur de l'interception cyber. Ça c'est une hypothèse personnelle, mais je pense qu'on ne peut pas comprendre cette capacité absolument nouvelle et inédite. Il faut que votre audience s'en rende bien compte. Que jamais par le passé on a réussi à éliminer en profondeur tout un état-major. Dans l'histoire militaire, on a été de temps en temps capable de tuer tel ou tel chef militaire. Par exemple, Isoroku Yamamoto, qui avait été le concepteur de l'attaque de Pearl Harbor, avait été éliminé dans une opération spéciale en 1943 parce qu'on avait du renseignement qui permettait de le faire. Mais même les Américains s'étaient mordu les doigts à de nombreuses reprises lorsqu'ils avaient été à la chasse à Saddam Hussein après 2003, ce qui montre bien que ce ne sont pas des opérations faciles. Bon, là, les Israéliens ont été capables de faire une démonstration de force en 2024, en 2025, en 2026 contre le Hezbollah, à deux reprises contre l'Iran, et on peut même évoquer contre les Houthis, qu'ils avaient un renseignement vraiment de pointe et qu'ils étaient en plus capables de l'exploiter, ce qui montrait que ce renseignement était vraiment, comment dire en anglais, timely, c'est-à-dire que c'était un renseignement extrêmement précis et extrêmement précis aussi d'un point de vue temporel. Oui. Donc ça, je dois l'insister, révolution. À côté de ça, il y a d'autres exemples qui ont été très frappants. Vous avez évoqué la capacité des Israéliens à prendre le contrôle de la chaîne de télévision en Iran. Moi, je voudrais vraiment insister sur, parce que là, pour le coup, c'est encore plus stratégique, sur la capacité à avoir cassé, en fait, la plateforme de crypto-échange Nobitex et également avoir atteint avec des cyberattaques la banque SEPA. Ces deux opérations ont eu lieu en juin 2025 dans le cadre des grandes opérations. Et je voudrais vraiment insister sur ce point-là. On va terminer là-dessus. Oui, toucher au nerf de la guerre qu'est l'argent, c'est quelque chose qui peut avoir des effets extrêmement importants. Il ne faut pas oublier que les grandes manifestations en Iran ont démarré sur un problème économique. Le bazar était en colère, et le bazar était en colère parce que derrière, il y avait eu la banqueroute d'une banque qui s'appelle la banque Hyundai, et qu'il est possible que l'une des raisons pour lesquelles cette banque a fait faillite, c'est qu'il y avait tout un terreau financier très dégradé, et il est possible qu'en partie, les cyberattaques de juin contre la banque SEPA, qui est une grande banque, ou la plateforme Nobitex, étaient un des éléments à l'origine de cet ensemble de conséquences financières et donc après politiques. Eh bien, Guy-Philippe Goldstein, merci beaucoup. C'était très intéressant, passionnant de dialoguer avec vous sur ce sujet de la cybernétique et de l'impact de la guerre dans ce domaine du cyber. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt. Je vous en prie, bientôt, au revoir. Eh bien, après quelques semaines d'interruption pendant le livre de Vaïkra, qui est un livre dans lequel, il faut bien avouer, il est difficile de trouver un lien avec la réalité, avec l'actualité et la réalité israélienne, nous reprenons avec David Saada notre rendez-vous hebdomadaire de Parashat Hashavua adapté, on va dire, avec une idée qui nous ramène justement à la réalité de l'État d'Israël. Et avec vous, David, bonjour, Boker Tov d'abord, avant tout. Boker Tov. Merci d'être avec nous donc ce matin. On va reprendre ce livre de Bemidbar qui débute, dont on commence la lecture ce Shabbat, mais on va essayer aussi d'y intégrer la notion d'Yerushalayim, puisque c'est ce soir
que seront célébrées les festivités du Yom Yerushalayim, de la journée de réunification de Jérusalem. Alors, quelle est l'idée que vous avez retenue, qui peut nous ramener à la réalité israélienne et que l'on trouve dominante dans la paracha de cette semaine, de la paracha de Bemidbar? C'est une paracha donc, qui démarre ce quatrième livre de la Torah dans le désert, et dans le désert où se trouvent les Israël, il y a une structuration de la société qui se fait sur la base de recensement qu'on nous décrit dans la paracha. Et la structuration de la société, elle se fait d'un côté avec les trois ordres, Kohanim, Lévi'im et Israël. C'est une division qui existe encore aujourd'hui. Et sur une division en tribus qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui est fondamentale dans la description qu'on a dans la paracha. Donc ce sont les 12 tribus qui s'organisent en camps séparés, mais en se regroupant 3 par 3. Il y a 4 camps selon les points cardinaux, et au centre, il y a effectivement les Lévites, et au centre, véritablement, les Kohanim. Ce centre-là est appelé le Machane Shrina, c'est-à-dire c'est là où se trouve la présence divine. C'est le Mishkan. C'est le Mishkan qui est au cœur du campement, de cet immense campement d'Israël. Alors bien sûr, effectivement, on se pose toujours la question pourquoi du caractère, on va dire, dissonant. D'un côté, cette aspiration à l'unité qu'on connaît très bien et dont on parle ici dans la réalité israélienne aujourd'hui à tout bout de champ, et de l'autre côté, cette séparation en tribus. C'est quelque chose qui doit renforcer, on va dire, on va dire la société israélienne. C'est quelque chose qui doit renforcer la communauté d'Israël telle qu'elle était même à l'origine dans le désert. C'est un enseignement absolument fondamental, c'est-à-dire que, comme le disait d'ailleurs Manitou, l'unité n'est pas l'unanimité. C'est deux choses différentes. L'unanimité, c'est que tout le monde est absolument d'accord et tout le monde est finalement sur le même moule. L'unité de la Torah, c'est une unité qui est composite, c'est une unité qui est fondée sur la diversité. Les tribus sont à la fois sur le plan spirituel, mais également sur le plan de la manière je dirais, de participer à la société, différente. Donc il y a une différence, et le pouvoir politique n'est pas le pouvoir des Kohanim, c'est un pouvoir qui s'organise sur une base sociétale. Et donc, entre parenthèses, c'est un enseignement sur lequel on peut, je dirais, apprendre déjà quelque chose pour l'actualité. Cette espèce de spectre d'une théocratie juive, c'est quelque chose de totalement irrelevant, comme on dit. Ça n'a pas de sens. Dès le départ, il n'y a pas de gouvernement théocratique dans la société hébraïque. Pas du tout. Il y a donc une diversité qui est acceptée, qui est représentée par les tribus. D'ailleurs, chaque tribu arbore un drapeau, dégel, et je dirais, chaque tribu est censée apporter une vision qui est spécifique et qui finalement réussit à se synthétiser dans l'unité, l'unité étant le centre du camp, ce fameux Machane Shrina. Ça veut dire que chaque tribu avait sa spécificité, avait même un caractère qui a été particulier. Elle avait des dispositions pour être, par exemple, plus axée sur le commerce, pour être plus axée sur l'étude, pour être plus axée sur, on va dire, l'agriculture. Mais tout le monde, le principal, l'essentiel, c'était que tout le monde regardait vers le centre, vers le Mishkan, vers la résidence divine. Absolument. C'est une société telle qu'elle nous est présentée par la Torah, qui a pour but finalement de faire résider Dieu dans le monde. Voilà. C'est ça ce que signifie cette convergence
vers le point central qui est le point de la Shrina. Alors, vous allez me dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui... On n'est pas du tout dans une société qui ressemble à celle du désert. On est dans un monde moderne, dans un monde plutôt laïque dans son organisation politique, économique. Ouais. Où se trouve cette unité? Est-ce qu'on peut d'abord, David, est-ce qu'on peut transposer, on va dire, ces tribus dans la réalité israélienne à la Knesset, c'est-à-dire que les tribus deviendraient les différents partis politiques qui vont avoir beaucoup de poids dans les prochains mois en perspective des élections. Est-ce que c'est une comparaison adéquate? Alors, c'est un peu difficile effectivement de prendre des partis politiques pour les héritiers des tribus. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce que le mode de fonctionnement de la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui, je dirais, c'est plutôt une rivalité. Les partis sont en rivalité les uns avec les autres et très peu sont en concurrence et très peu en coopération. Donc, moi, ça me gêne toujours quand on veut effectivement comparer les tribus avec les mouvements politiques qui se disputent le pouvoir à la Knesset. Par contre, je pense qu'il y a un point qui est permanent, et c'est extraordinaire de le constater, c'est que la notion de centre n'a pas disparu du peuple d'Israël, notamment avec son retour sur la terre d'Israël. Et ce centre-là, c'est Jérusalem. Ce centre-là, c'est Yerushalayim. Yerushalayim est tout de même le centre sur lequel, je dirais, toute l'éventail des partis politiques de droite à gauche s'accordent sur l'importance essentielle de Yerushalayim, de cette ville, qui est le fondement à la fois spirituel, politique du peuple d'Israël. C'est-à-dire que même déjà à l'époque, même au moment de la conquête de la terre d'Israël par Josué, les différentes tribus regardaient vers Jérusalem, qui était le centre. Alors, c'était pas encore, je dirais, Jérusalem n'est apparu. Pas tout de suite, oui. Pas tout de suite, avec le roi David. Mais avec, si vous voulez, cette centralité du Mishkan a été transférée sur Jérusalem, sur Yerushalayim, sur la ville de Jérusalem à partir de David, et ce qui a fait justement la conjonction de l'aspect spirituel et de l'aspect politique, puisque David, c'est le roi, c'était le roi et donc le responsable politique, mais en même temps, je dirais, il a donné à Yerushalayim sa dimension spirituelle d'accueil de la Shrina. C'est à Jérusalem que dans le désert, c'était effectivement le camp des Kohanim. Avec Yerushalayim, c'est la présence divine dans le temple. Et c'est cette idée d'une centralité commune à toutes les composantes d'Israël à Jérusalem a subsisté. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça a traversé l'histoire et ça reste encore aujourd'hui, bien que nous sommes dans un monde qui semble finalement totalement, enfin plus ou moins laïque. Jérusalem, c'est une valeur partagée par toutes les composantes de la société israélienne. Oui, Jérusalem, on dit c'est Aïr Shechubra la Yardav qui a été réunifié, et chez Israël Chaverim, c'est qui a la capacité de rapprocher, on va dire, les différentes tendances. Absolument. C'est là le point d'unité, même si ça ne se voit pas trop encore aujourd'hui, mais il est certain qu'on a là un prolongement de ce qui s'est passé dans le désert avec Jérusalem et l'unité retrouvée de Jérusalem, et je dirais quelque chose qui a donné à Israël une force nouvelle à partir de 1967. Oui, une dimension spirituelle plus prononcée qu'elle ne l'a été avant. Absolument. C'est intéressant parce qu'il faut le noter, peut-être on ne le sait pas, mais vous le savez probablement, vous, David, l'Aliyah de France, elle était très faible jusqu'en 67 et elle a commencé à
à grandir et à se développer après 67, c'est-à-dire on va dire après la réunification de Jérusalem et la conquête des différents lieux saints que sont le caveau des patriarches ou le tombeau de Rachel à Bethléem. C'est un point important qui n'était pas étranger, on va dire, à la réaction de nombreux juifs de France et en particulier même des plus prestigieux comme Manitou, comme André Neher ou comme on va dire, les grands penseurs juifs d'après-guerre. Absolument. Toute l'école, ce qu'on appelle l'école juive de Paris, qui a effectivement illustré, je dirais, le renouveau de la pensée juive en France, ces représentants, vous les avez cités, Manitou, Neher, Eliane Amadou Lévy Valazi, etc., se sont installés en Israël, ont fait leur aliyah. Et effectivement, il y a une caractéristique de l'Aliyah de France, c'est d'être une Aliyah engagée religieusement et avec, je dirais, cette centralité de Yerushalayim qui est au cœur de la démarche. Eh bien, on va en terminer là parce que c'est important. On termine au summum avec effectivement Yerushalayim à quelques heures d'une certaine manière de l'entrée de cette célébration de la réunification de Jérusalem, le Yom Yerushalayim, 59e anniversaire de la réunification de Jérusalem. C'était important de le mentionner et vous avez trouvé le lien justement qui nous permet de passer de cette paracha de Bemidbar, de l'ordonnance du peuple juif dans le Sinaï, dans le désert, vers la terre d'Israël, à la réunification de Jérusalem, la même trame, une trame historique. Merci beaucoup, David Saadat, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir donné donc cette approche qui nous lie la paracha de la semaine, la paracha de Bemidbar, à la réunification de Jérusalem, le Yom Yerushalayim. Bonne fête de Yerushalayim et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, bonne fête de Yerushalayim.